Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième, je crois, vidéo de présentation sur la Renault Ondine de 1961. Dans la dernière vidéo, du coup, je vous avais dit que je vous expliquerais un peu mon parcours et qu'est-ce qui a motivé l'achat de cette voiture. Donc, bah, c'est parti. On va s'intéresser à ça, du coup, pour la vidéo d'aujourd'hui. Globalement, du coup, j'ai quel âge j'ai aujourd'hui? 27, je crois. Ouais, j'ai 27 ans et j'ai acheté ce véhicule il y a un peu plus de 2 ans. À l'époque, j'étais mécanicien dans un garage automobile qui n'était absolument pas spécialisé dans les anciennes. C'était juste un garage, on va dire, lambda. J'avais des collègues qui étaient de vieux garagistes, on va dire, des vieux de la vieille, mais des gens avec qui, voilà, parler de ce genre de véhicule, c'était vraiment cool, des passionnés. Et je leur ai du coup parlé de mon envie d'acheter un véhicule d'exception, entre guillemets, même si c'est pas une Ferrari, ça reste quand même un véhicule euh, à ranger dans la catégorie patrimoine, et pour moi, c'est forcément exceptionnel. Et du coup, tout de suite, ils m'ont conseillé de ne pas partir comme je voulais sur un véhicule un peu plus d'exception. J'étais jeune et naïf, et je voulais partir soit sur une Jaguar Mark II, soit sur une Mark X, soit sur une R8, une Renault R8. Vous irez voir du coup sur Google si vous ne savez pas exactement ce que c'est. Mais ils ont bien fait de calmer mes attentes parce que déjà sur un véhicule français populaire des années 60, on est face à des problématiques réelles. Et j'ai bien fait de ne pas me lancer dans l'achat d'un véhicule anglais, typiquement ultra chiadé avec double carburation, un 600 lignes, etc. Voilà. Donc pour mon parcours, j'ai été mécanicien sur avion pendant à peu près 6 ans. Et puis du coup après voilà, j'ai fait une reconversion et j'ai été mécano bagnole pendant près de 2 ans je crois. Et puis voilà, du coup depuis ça continue à droite à gauche, toujours on va dire dans les métiers de la mécanique. Mais j'ai pas de formation bac ou de formation professionnelle reconnue de diplôme étatique, on va dire, dans la mécanique automobile. Je me suis vraiment lancé là-dedans un peu, un peu sans expérience, comme les gens qui rénovent une maison alors qu'ils n'ont jamais touché un marteau de leur vie. Voilà, vraiment pour prendre l'exemple. Et du coup, comme ces gens-là, j'ai fait pas mal d'erreurs et j'ai eu de la chance d'être pas mal entouré et pas mal conseillé surtout. Donc déjà, la première chose, je voulais un véhicule ancien parce que je trouve que c'est beau. Je trouve que les véhicules modernes sont moches. Le design ne ressort rien du tout et puis surtout au volant, on s'emmerde. C'est des véhicules où à 130 sur autoroute, le temps paraît très long et on a tendance tout le temps à être poussé un peu au vice, histoire de sentir un peu de sensation. Sur un véhicule comme ça qui plafonne à 115, bon, déjà, le permis, globalement, il est sécurisé. Vous n'allez pas vous mettre en danger de perdre votre permis. Vous allez vous mettre en danger, mais vous risquez pas de perdre le permis. Je vais expliquer tout ça. Mais globalement, effectivement, c'est des véhicules qui sont à voir euh, comme une antiquité. C'est pas un véhicule avec lequel vous allez aller tous les jours au boulot. C'est un véhicule que vous allez pouvoir montrer à vos amis, vous allez pouvoir être très content de le sortir, vous allez pouvoir faire des rassemblements, faire des expositions, ou juste faire une promenade le dimanche et la, la promenade du dimanche, elle a une saveur qui est vraiment unique avec ce genre de véhicule. Vous êtes dépaysé tout de suite, vous partez enfin, sur une autre planète. Ça sent l'huile, ça sent l'essence, il y a tout qui vibre, ça fait beaucoup de bruit. C'est vraiment un véhicule à vivre, un véhicule dans lequel vous allez avoir beaucoup de sensations. Et je vous garantis que lorsque le moteur sera remis en fonctionnement, lorsque le premier coup de clé sera reparti et que la voiture sera ressuscitée, on va dire, vous verrez tout de suite, je pense que même en vidéo, vous allez sentir qu'il y a une âme dans ce genre de véhicule qu'on ne trouve pas dans les véhicules modernes. Donc tout ça, ça a vraiment motivé mon choix d'acheter une ancienne. J'avais aussi fait du coup les salons de l'automobile à l'époque et notamment le salon pardon, rétro-mobile où j'étais tombé amoureux de ces anciennes et de tout ce que ça pouvait dire. Et puis surtout, je trouve que dans les anciennes, les propriétaires, les passionnés sont des gens qui sont absolument incroyables en termes d'anecdotes, en termes de savoir. C'est pour la plupart des puits de science, c'est des gens qui sont vraiment débrouillards et c'est assez drôle. J'ai en exemple le code de la route 1960, donc l'année de production de la voiture, et on vous apprenait du coup dans le code de la route à démonter votre roue, à faire votre vidange vous-même, à changer vos ampoules de phare. Vous n'alliez chez le garagiste que lorsque vous avez vraiment de grosses opérations à faire, un parallélisme par exemple, ou un gros défaut sur le moteur, mais même
l'échange de bougies, par exemple, c'était quelque chose que vous faisiez chez vous. C'était pas quelque chose où vous alliez chez le garagiste. Donc c'est assez dingue de voir à quel point les gens étaient débrouillards à l'époque, à quel point c'était normal en fait. Dans le carnet d'entretien de la voiture, c'est normal. On vous explique comment faire, et puis bah, du coup vous le faites. Enfin voilà, c'est pas. Vous n'allez pas chez le garagiste à chaque fois que la voiture tremble, quoi. C'est vraiment. C'est assez dingue. Et en fait, c'est pour tout ça que j'avais envie d'une ancienne. Et au début, je me suis dit, comme j'étais jeune, naïf et peut-être un petit peu trop sûr de moi, un petit peu trop arrogant peut-être, je me suis dit, bah, je vais prendre une ancienne qui est dans un état dégueulasse et je vais la retaper. Et mes collègues, effectivement, à l'époque, m'ont dit, ne fais pas ça, tu vas t'en dégoûter, et puis tu vas peut-être baisser les bras. Et c'est pas le but, en fait. Effectivement, si vous avez envie d'acheter un véhicule pour vivre des émotions dedans, prenez un véhicule qui roule. Prenez un véhicule qui est déjà globalement en état de marche. Vous allez peut-être le payer plus cher. Vous allez peut-être voilà, ne pas forcément trouver exactement le goût de la mécanique. Mais sur un véhicule comme ça, je vous le garantis, chaque démarrage est une épreuve. Il y a des jours où elle n'a pas envie. Voilà, elle n'a pas envie. Donc je suis peut-être rentré dans l'habitacle sans lui dire bonjour mamie ou sans la caresser. Et du coup, elle n'a pas eu envie de démarrer. Elle ne démarre pas. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle ne démarrera pas. Elle n'a pas envie. Voilà. Donc avec les anciennes, même si vous avez un véhicule qui est en état de marche, partez du principe que ça sera une épreuve. Que même si le véhicule il est état concours, il y a un jour où elle va vous faire une merde, elle va pas vouloir partir, elle va pas vouloir démarrer. Vous allez essayer à la clé, vous allez essayer de remettre de l'essence dans le carbu, vous allez essayer de la noyer histoire de putain démarre quoi. Même à la poussette, si elle a pas envie, elle a pas envie, elle partira pas, c'est pas son jour. Et en fait, mes collègues ont effectivement vraiment raison de dire ça parce que lorsque vous allez apprendre forcément à faire la mécanique sur un moteur bien spécifique, lorsque vous allez apprendre une ancienne et que vous allez apprendre à la connaître sous toutes ses formes, il y a des fois où vous allez avoir envie d'y foutre le feu ou de refaire une annonce le bon coin pour la dégager. Parce qu'en fait, c'est rapidement un nid à emmerde. C'est rapidement euh, un truc où vous allez vous dire, oh tiens, j'ai entendu un bruit, mais bon, j'ai pas fait attention. Le lendemain, elle l'a pas fait, et le surlendemain, vous allez avoir un truc qui va exploser, qui va casser. Parce que c'était un tout petit truc, mais pour les véhicules comme ça, un tout petit truc, des fois, c'est un problème. Et du coup, le conseil, effectivement, de prendre un véhicule qui marche, c'est un excellent conseil. Parce que ça vous permet de vivre les sensations, ça vous permet de vous faire du bien quand vous allez être à son volant, et ça vous permet malgré tout de vous faire la main sur des pannes de tous les jours. Parce que quand j'ai acheté du coup cette voiture-là, elle avait un gros problème de démarrage, elle tenait pas le ralenti, elle arrêtait pas de caler. Bref, le carburateur était très encrassé, il a fallu faire une grosse révision classique, réglage soupape, etc. J'ai pas mal bossé dessus, mais je pouvais quand même rouler, je pouvais quand même me faire plaisir, et surtout, je la prenais pas en grippe. Si je l'avais acheté euh, dans un état pire que celui-ci, où vraiment il ne démarrait pas et je devais remonter le moteur, etc., c'est un coup à s'arracher les cheveux, et on sait même plus pourquoi on le fait, parce qu'on n'a pas le plaisir de la rouler ou de la voir toute belle, toute propre dans son garage. C'est même plus un bel objet. Donc voilà, globalement, c'est à peu près comme ça que je vous conseillerais l'achat d'un véhicule. Si vous êtes inexpérimenté, si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, si vous n'avez pas un garage fermé avec beaucoup d'espace pour travailler autour, avec un pont de levage, avec plein d'outils dans tous les sens, ne vous lancez pas dans un véhicule qui n'est pas roulant. Voilà, c'est sur ces véhicules-là, peut-être même plus que sur un véhicule moderne. Par exemple, vous, je sais pas, j'ai une bêtise, mais vous achetez une 208, une Peugeot 208 ou une Renault Clio, si elle ne roule pas, bon, vous allez forcément trouver un mécano, un garagiste, un copain, un tuto YouTube. Vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous permettre de résoudre le problème et vous allez pouvoir la faire repartir assez rapidement. Sur un véhicule de ces années-là, bon courage. Bon courage pour retrouver la documentation, pour retrouver le savoir-faire, pour retrouver des mecs qui ont bossé dessus, des mecs qui les aiment, des mecs qui ont simplement envie de se faire chier avec de la mécanique comme ça. Bon courage. La plupart du temps, quand j'ai eu besoin de faire appel à des garages extérieurs parce que j'avais pas de pont ou ce genre de choses, aucun garage ne vous prendra. Il faudra tout de suite partir dans un garage spécifique dans les anciennes, et déjà il n'y en a pas beaucoup. Les tarifs c'est autre chose, et les disponibilités sont énormes. Donc, partez sur un achat serein. Encore une fois, la Renault Dauphine et la Ondine, c'est un modèle populaire des années 60. C'est un modèle
classique, ultra classique. Et donc il y en a partout, il y en a eu beaucoup en vente, vous allez en trouver sur le Bon Coin, dans tous les états, hein. Vous allez en trouver qui n'ont pas roulé, vous allez en trouver des avec de la rouille perforante, vous allez en trouver dans des états qui sont déplorables, mais ça reste un modèle populaire. Typiquement, rien ne vous empêche d'en acheter deux et d'avoir une donneuse et une receveuse pour avoir vos pièces. Par contre, si vous êtes comme moi, que vous êtes un peu débile et que vous avez envie de vous lancer tout de suite dans un challenge de monstre et que vous décidez de partir sur une Jaguar Mark II, Mark X, vous allez en trouver plein. Mais déjà, c'est pas le même prix. Et puis, bon courage pour trouver des pièces. Bon courage pour vous former si vous n'avez pas les connaissances requises. Bon courage pour trouver quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a envie de consacrer du temps. La plupart, la plupart du temps, et encore une fois, c'est mes expériences, hein, vous aurez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous dira l'inverse. Mais quand j'ai amené cette voiture, et pourtant elle est dans un bon état, dans certains garages, les mecs ne l'ont même pas regardé. Tout de suite, ils m'ont dit oh là là, on s'emmerde pas avec ça, c'est un nid en merde, on n'a pas envie. Et je venais pour un renseignement, je venais pour un devis, pour savoir combien ça me coûterait de refaire les petites pétouilles de carrosserie, les trucs ou les machins. Donc on est sur un devis à quelques milliers d'euros. Les mecs ne la regardent même pas, ne sont pas intéressés. Donc faites bien attention, si jamais ça vous intéresse d'avoir ce genre de pépites, euh, voilà. Faites attention à quel modèle vous voulez, quelles ressources vous avez, entre guillemets, est-ce que vous êtes vraiment débrouillard, est-ce que vous... Le minimum, on va dire, c'est d'avoir de la place. Après, vous pouvez vous former sur le tas, vous pouvez acheter des outils au fur et à mesure, mais une voiture comme ça, il faut forcément qu'elle dorme au sec, au chaud, et parce que sinon vous allez avoir des problèmes de corrosion dans tous les sens, et la corrosion sur un véhicule comme ça, c'est vraiment compliqué. Et puis du coup, la place, pareil, pour bosser sur le moteur, pour lever la voiture, passer en dessous, enfin voilà, c'est tout un système, on va dire, un peu plus compliqué. J'espère que cette petite vidéo explicative, on va dire, à cœur ouvert de mes expériences et de celles que je vous conseille des conseils, vous aura plu, en tout cas vous aura peut-être aidé à en savoir un petit peu plus sur ce que vous voulez faire comme investissement. Et puis n'hésitez pas pareil à partager, à mettre en commentaire, un petit pouce bleu, l'abonnement, voilà, ce genre de choses. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.